right. Let's see what we got. All the way up. Goal! Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it. He's got it. Chauncey Billups hits the three. With the steal and the drive. Lays it up. Lays it in. Count that, baby. And a foul. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les escales des chroniques de Motor City. Habituellement, les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois Pistons. Mais aujourd'hui, on continue notre série d'escales qui sont des histoires qui dépassent le cadre des Pistons et qui nous font voyager dans tous les États-Unis. Et bien cette semaine, on fait une escale à America's Finest City, littéralement la plus belle ville des États-Unis, selon son surnom, où on va parler de San Diego et de son éphémère équipe de basket de ABA, les San Diego Conquistadors. Les Conquistadors, c'est 3 saisons entre 1972 et 1975, avec au mieux une demi-finale de conférence, donc à première vue pas grand-chose à raconter, sauf qu'il y a un truc avec cette équipe, c'est qu'elle a été coachée le temps d'une saison par le mythique Wilt Chamberlain. Et oui, le temps d'une toute petite saison, Wilt Chamberlain, immédiatement après la fin de sa carrière de joueur en NBA, est parti coacher cette toute petite franchise de ABA. Et évidemment, si on en parle aujourd'hui dans les escales des chroniques, c'est que les choses ne se sont pas passées exactement comme attendu. Alors déjà, on parle de ABA, une ligue en constante agitation où il se passait 1 milliard de choses, où les franchises disparaissaient et apparaissaient chaque saison, où les joueurs étaient en guerre contre les coachs, qu'eux-mêmes l'étaient contre les propriétaires, qu'eux-mêmes l'étaient auprès de la ligue, auprès de leur administration locale. Bref, la ABA, c'était le cirque, littéralement. Donc imaginez maintenant, avec Wilt Chamberlain, l'un des personnages les plus charismatiques de l'histoire du basket, quel genre de ménage ça peut faire. Alors dans ce podcast, on parlera des Conquistadors de San Diego, de comment cette équipe s'est retrouvée dans le paysage ABA, mais surtout comment elle a réussi à attirer Wilt Chamberlain. Vous verrez que le projet de base était en plus beaucoup plus ambitieux que ça, mais qu'il y a eu beaucoup d'imprévus dans cette histoire, à commencer par la position de Wilt lui-même. Bref, je vous promets une escale à America's Finest City très intéressante, très haute en couleurs, et sachez que j'attendais depuis longtemps de parler de Wilt Chamberlain dans ce podcast, donc je vous ai préparé quelque chose d'assez bien documenté. Allez, c'est parti. Commençons par rapidement replacer la ABA, cette ligue concurrente de la NBA, qui apparaît en 1967. Là-bas, tout est plus flashy, tout est plus explosif, et surtout, tout est plus instable. La ABA est obligée de tenter des choses pour exister. Par exemple, c'est là-bas que vont apparaître le ballon bleu-blanc-rouge, les cheerleaders, la ligne à 3 points ou le concours de dunk. Mais la vraie caractéristique de la ABA, c'est des équipes qui disparaissent du jour au lendemain. En fait, quasiment toutes les équipes ont changé plusieurs fois de nom ou ont déménagé, des joueurs qui sont payés en retard, voire même pas du tout. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, on quitte plus souvent cette ligue qu'on y rentre. Et c'est là où la création des San Diego Conquistadors est originale. On est en 1972, la ABA est déjà depuis 5 saisons, et c'est vrai que certaines choses commencent à se mettre en place. Julius Erving a rejoint la ligue au lieu d'attendre la NBA, Artis Gilmore également, et en fait, tout doucement, la NBA commence à sentir la pression de la ABA. Et c'est dans ce contexte que Leonard Bloom, businessman dans le monde du sport, se rapproche de l'ABA pour fonder une franchise à San Diego. Et le processus est inhabituel. C'est même la première fois qu'il y a une équipe qui souhaite entrer dans cette ligue. Et pour la petite info, eh bien, ce sera la seule et unique fois. Bref, la ABA, qui a toujours besoin d'argent, dit oui immédiatement et demande à Bloom $1 million pour créer son équipe à San Diego. C'est ainsi que naissent les San Diego Conquistadors au courant de l'année 72 pour entrer en ABA lors de la saison 72-73. Et pour constituer l'équipe des Conquistadors, la NBA met donc en place une draft d'expansion. Vous connaissez sûrement le principe, on n'a déjà pas dans ce podcast, mais en gros, une draft d'expansion, c'est les équipes déjà présentes qui protègent une grande partie de leur roster autour de 8 joueurs habituellement et permettent à l'équipe arrivante, en l'occurrence les Conquistadors, de se servir dans ce qu'il reste, c'est-à-dire souvent des joueurs moyens,
des joueurs blessés ou des gros contrats. Et donc c'est comme ça que San Diego se construit sa première équipe, que les observateurs du milieu nomment immédiatement la pire équipe de l'histoire du basketball professionnel. Bon, déjà, les débuts ne sont pas faciles, mais l'histoire des Conquistadors se complique également hors terrain, puisque l'équipe était censée jouer dans la toute nouvelle Sports Arena de San Diego, une salle flambant neuve de 14 400 places. Sauf que le propriétaire de ce complexe, un certain Peter Graham, avait visiblement lui aussi demandé une franchise à l'ABA, et sans doute vexé que sa requête ait été refusée au profit des Conquistadors, il a tout simplement refusé l'accès à sa salle à la franchise. Résultat, en dernière minute, les San Diego Conquistadors sont obligés de se rapatrier vers la Peterson Gym, une salle de l'université de San Diego State, une toute petite salle de 3200 places à peine, loin de l'ambition de la ABA. Et donc, avec tout ça, avec ces débuts très compliqués, malgré tout, les Conquistadors ne seront pas la pire équipe de la ligue pour leur première saison en ABA. Alors, clairement, c'est pas une bonne équipe, puisqu'on parle d'un bilan de 30 victoires pour 54 défaites et une avant-dernière place dans la Western Division. Mais, déjà, ils ne sont pas derniers, et puis grâce à la générosité de l'ABA, les Conquistadors vont quand même faire les playoffs. En fait, c'est seule la dernière équipe de chaque division, en l'occurrence ici les Dallas Chaparrals, qui ratent les playoffs. Alors, pas de surprise, au premier tour, San Diego prendra un sweep contre les Utah Stars, premier de division, mais au moins les bases sont posées. Côté joueurs, dû à la draft d'expansion, il n'y a pas grand-chose à retenir, sauf peut-être Chuck Williams, All-Star cette année-là, et Stu Johnson, qui honorera lui aussi la première de ses 3 sélections au All-Star Game cette année 73. En fait, ce qui est surtout intéressant à noter, ce sont les débuts comme head coach de Casey Jones, futur coach des Celtics de Larry Bird, avec qui il gagnera les titres de 84 et de 86. Et au moment d'entamer leur deuxième saison, les Conquistadors vont frapper un très gros coup, un énorme coup même, qui est le cœur de notre podcast, puisque le 26 septembre 1973, les Conquistadors annoncent la signature de l'immense Wilt Chamberlain pour 3 ans et 1,8 million de dollars. Wilt signe à 37 ans pour devenir entraîneur-joueur de l'équipe. Et là, Wilt Chamberlain qui débarque en ABA, ça change tout. Pour resituer un peu, Wilt Chamberlain, qui a rejoint les Lakers en 1968, a eu du mal à s'intégrer dans cette nouvelle équipe. Le début a été assez chaotique et les 2 défaites consécutives en finale NBA au match 7 contre les Celtics en 1969 et les Knicks en 1970 pèsent assez lourd dans le bilan de Chamberlain. Heureusement, il y a eu le titre de 1972 qui a sauvé un peu tout ça, mais la toute dernière saison de Wilt à Los Angeles en 1973 se termine de nouveau par une défaite en finale, avec Wilt Chamberlain qui finalement n'est plus vraiment un joueur de premier plan pour les Lakers. Alors tout simplement, Wilt passe de l'autre côté et rejoint la ABA et les Conquistadors. La franchise communique évidemment à fond sur cette arrivée, insistant bien sur le fait que Wilt reste un joueur majeur et qu'il ne vient pas seulement pour le coaching. Il y a des conférences de presse, il y a une séance photo avec le maillot de San Diego, tout y passe, mais en réalité il y a un hic. I thought about this a great deal. If I am going to play, I'm not going to play, 48 minutes, 40 minutes. I'm going to try to play 24, 25 minutes. I have two centers right now I have a great deal of confidence in. I really think Caldwell Jones is going to be a great center. I think he has the potential to be so. I want to have a chance to work with him as much as possible and give him a chance to play as much as possible. If I'm playing, they can play forward and center. And I'm going to try to play about 24, 25 minutes a game unless it's needed to be for more. And of course, it's going to be a strain being playing and coaching, but I think I have a really capable assistant. And really, he's done a great job with him so far. He has him in great shape and has him doing a lot of good things. And so I think that he'll be able to do a lot for me on the bench. Dès que la nouvelle a été rendue officielle, ça a coincé du côté des Lakers. Pour eux, Wilt n'a pas le droit de partir en ABA et doit rester à Los Angeles. En fait, cette mésentente entre Wilt et les Lakers, elle date d'après le titre de 72. L'année précédente, en 71, Wilt avait signé un contrat de 2 ans pour la saison 71-72, celle du titre, et pour la saison 72-73, la dernière de Wilt aux Lakers. Mais juste après le titre, Wilt comptait bien renouveler son contrat
Et en fait, il a été vexé que les Lakers aient tardé à lui faire une offre. Effectivement, l'offre des Lakers ne tombera que fin juillet 1972. Sauf que Wilt, donc vexé, n'y répond pas et s'engage avec les Conquistadors. Et c'est précisément sur ce point-là que les Lakers vont s'appuyer. Selon eux, dans le contrat initial qu'ils avaient signé avec Wilt en 1971, il était noté que si Chamberlain n'acceptait pas un nouveau contrat avec les Lakers, ce qu'il a fait, il lui resterait quand même 1 an à faire avec Los Angeles. En gros, aujourd'hui, ça serait l'équivalent d'une team option. Rappelez-vous, on est dans les années 70 et en fait, à cette époque-là, les franchises avaient absolument tous les droits sur les joueurs. La free agency n'existait pas vraiment. Donc, dans cette situation, après avoir terminé son contrat de 2 ans, Wilt Chamberlain n'avait que 2 solutions. Soit accepter le nouveau contrat des Lakers, soit rester 1 an de plus. En fait, son contrat de 2 ans se transformait plus ou moins en contrat de 3 ans. Bref, les Lakers attaquent en justice Wilt Chamberlain pour faire annuler son contrat avec les Conquistadors. Et le 10 octobre 1973, jour de l'ouverture de la saison des Conquistadors en NBA, eh bien, le tribunal californien statue effectivement que Wilt Chamberlain ne peut pas jouer pour une autre équipe que les Los Angeles Lakers pour cette saison 73-74. Sauf que ce même tribunal statue également que rien n'empêche Wilt Chamberlain d'entraîner les Conquistadors. Alors du coup, San Diego change tout. Pour le premier match de la saison, Wilt Chamberlain reste sur le banc pour voir la victoire de son équipe 121-106 contre les Spurs, qui seront rejoints plus tard, pour info, par le sophomore George Gervin. À la presse, Wilt se déclare comme un rookie qui découvre une nouvelle vie. Et effectivement, il faut avouer que pendant le mois de septembre, eh bien, tout le monde sentait déjà que Wilt ne pourrait pas jouer. Déjà, les Conquistadors avaient recruté Stan Albeck, futur entraîneur NBA, notamment une saison chez les Bulls, qui a pris la place d'entraîneur adjoint, mais qui prendra de plus en plus de place au fil de la saison. Et puis en octobre, les Conquistadors recrutent Caldwell Jones, drafté ce même été par les Sixers en NBA, mais qui choisira le contrat plus important proposé par San Diego. Le coach Wilt Chamberlain dira même que Caldwell Jones, passé sous les radars dans sa petite fac de Albany State, avait plus de potentiel selon lui que Bill Walton, qui à ce moment-là faisait la loi en NCAA avec UCLA. Et puis il y a cette anecdote assez connue maintenant de Wilt Chamberlain, qui lors du premier entraînement a demandé un exercice assez particulier à ses joueurs. Il a placé ses 2,16 m sous le cercle et a ordonné à ses joueurs de venir un par un en essayant de marquer un lay-up contre lui. Et en fait, même à 37 ans, Wilt Chamberlain a contré les tentatives de chaque joueur qui essayait de le contourner. Lui était là pour montrer qu'il était le patron. Et ce spectacle assez ridicule a duré jusqu'au moment où, justement, Caldwell Jones a débarqué. Et là où tous les autres joueurs essayaient tant bien que mal de contourner Wilt, Jones, lui, a tout simplement dunké par-dessus Wilt Chamberlain. Immédiatement après ce dunk, Wilt Chamberlain a mis fin à l'exercice et avait trouvé son remplaçant au poste de pivot. Donc la saison des Conquistadors commence difficilement, en tout cas pas comme c'était imaginé. Et effectivement, après cette victoire inaugurale contre les Spurs, eh bien, les Conquistadors ont perdu les 5 matchs suivants, dont leur match d'ouverture à domicile, qui était à peine devant 2318 fans. Globalement, on va le dire, les débuts sont compliqués. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle, mais au moins ceux qui sont là en ont pour leur argent, comme ce 28 octobre où les Conquistadors ont battu Memphis 146-133, les deux équipes établissant un record ABA pour le plus grand nombre de paniers marqués en un seul match. Mais le problème, c'est que même dans les victoires, il n'y a personne, ou presque, pour voir jouer les Conquistadors sans Wilt. Les problèmes entre le propriétaire Bloom et l'exploitant Peter Graham se confirment, et le 7 novembre 1973, un référendum préalable pour construire une nouvelle salle en ville est rejeté, et de très peu, puisque le non l'emporte par seulement 294 voix sur les 19 000 bulletins de vote dépouillés. Alors on aurait pu penser que l'oral de Wilt Chamberlain aurait pu faire pencher la balance, mais en fait, il se trouve que Wilt ne s'est pas déplacé du tout lors des campagnes pour soutenir le vote. En réalité, Wilt Chamberlain n'est pas vraiment impliqué dans la vie de sa franchise, ce qui conduira à la démission du directeur marketing Hans Dilley, qui déclara qu'il était impossible de travailler avec Wilt Chamberlain,
qui semblait toujours occupé quand quelqu'un souhaitait l'interviewer pour parler des conquistadors. En réalité, c'est tout simple. Wilt Chamberlain n'est pas concerné du tout. Le fait qu'il soit simple coach, entre guillemets, ça ne l'intéresse pas. Le quotidien ne l'intéresse pas. Et toutes les petites choses invisibles qu'il faut faire en tant que coach, ce n'est pas Wilt Chamberlain qui le fait, c'est Stan Albeck qui joue en réalité le rôle de head coach de la franchise. Yeah, I kind of think so. In fact, coaching has never really been part of my aspirations. But as challenges are confronted, to me, I like to kind of take them if I have an interest for them. I think really maybe deep down within, maybe I knew someday, even though I didn't want to, that I was going to coach. Dans les premières semaines de la saison, Wilt Chamberlain rate par exemple un match, alors officiellement pour maladie, alors qu'en fait il était en séance de dédicace à Los Angeles pour sa biographie, une campagne de promo qui en fait l'accapare quasiment tout le temps. Plus tard dans la saison, il y aura même des semaines entières où personne à San Diego ne sait où est passé Wilt Chamberlain et où Stan Albeck prend officiellement le relais sur le banc. Et évidemment, la presse n'est pas aveugle, ce désintérêt de Wilt, combiné aux problèmes de salle, ça fait que certaines rumeurs commencent à circuler selon lesquelles les Conquistadors déménageraient à Los Angeles à la fin de la saison. Et c'est vrai que ces rumeurs sont fondées, puisqu'en fait c'est dès le résultat du référendum connu que l'ABA elle-même a demandé aux propriétaires des Conquistadors de réfléchir à un potentiel déménagement. Alors pendant ce temps-là, les Conquistadors essayent de faire au mieux en l'absence de Wilt, à la fois sur le terrain évidemment, mais aussi finalement sur le banc de touche. Il y a bien une procédure en cours pour essayer de le faire rejouer, mais le 11 décembre, un nouveau juge rejette l'appel des Conquistadors concernant la place de joueur de Wilt et confirme qu'il ne pourra faire la saison que sur le banc. Alors assez étrangement, San Diego va ensuite avoir certaines victoires de prestige contre des grosses équipes, par exemple les Nets du Drew Serving ou les Pacers, mais leur saison ne va jamais vraiment décoller. Par exemple, pour finir l'année civile 1973, les Conquistadors gagnent 6 matchs d'une série de 7 avec quelques cartons offensifs qui laissaient imaginer que peut-être quelque chose avait été trouvé, mais malheureusement, les choses reviennent vite à la normale et San Diego perd 5 fois de suite pour commencer l'année 74. Et puis, il y a toujours en ligne de fond ce problème de salle qui empoisonne la vie des Conquistadors. Contre les grosses équipes comme les Nets, ça monte péniblement à 2500 personnes dans la salle, mais le reste du temps, ça tourne autour de 1000, donc une salle quasiment vide. Il n'y a par exemple que 1329 fans pour voir Caldwell Jones égaler un record ABA avec 12 tirs bloqués lors d'une défaite 120-109 contre Carolina, et à peine 1386 quelques jours plus tard, le 13 janvier, pour voir Bo Lamar claquer 50 points, record de la franchise, dans une victoire de prestige pourtant, 141-130 contre les Pacers. Alors fin janvier, le bilan des Conquistadors est de 22 victoires pour 35 défaites, mais la ABA choisit quand même Stu Johnson pour représenter San Diego au All-Star Game ABA. Johnson y jouera 22 minutes pour 8 points et 4 rebonds. Et globalement, la suite de la saison va continuer en dents de scie, avec de bons passages quand les Conquistadors sont portés par Caldwell Jones ou Stu Johnson, mais aussi des défaites assez gênantes. Mais au moins, San Diego a quand même le mérite de jouer le jeu jusqu'au bout, et grâce à une série de 3 victoires consécutives pour finir la saison, la franchise finit avec 37 victoires pour 47 défaites, soit exactement le même bilan que les Denver Rockets aux 2 dernières places de la Western Division. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la ABA est extrêmement généreuse et il n'y a qu'une seule équipe par division qui ne joue pas les playoffs. Mais comme les Conquistadors et les Rockets ils ont le même pire bilan, les 2 équipes devront jouer un tiebreaker pour se départager et savoir qui aura la chance, entre guillemets, de jouer les Utah Stars au premier tour, eux qui ont fini premier de la division. Grâce aux 40 points de Bo Lamar et au double-double de Caldwell Jones, les Conquistadors écrasent les Rockets lors de ce match de barrage 131-111. Place donc aux vrais playoffs et aux Utah Stars dès le lendemain. Les Stars qui prennent assez logiquement les 2 premiers matchs de la série, malgré un Bo Lamar en feu à 41 points dans le match 2. Et alors qu'on imagine le même sweep que l'an passé, les Conquistadors renversent la situation à domicile, d'abord avec une victoire à l'arraché 97-96, puis avec une autre pas beaucoup moins serrée, puisque le match 4 se joue à une possession sans
98. L'affluence dépasse à peine les 2000 personnes pour des matchs de play-off quand même, mais au moins San Diego vibre enfin pour son équipe de basket. Alors, de retour à Utah, les Stars prennent le match 5, 100-93 et finiront assez logiquement la série 4-2 à San Diego, avec cette fois 3140 personnes venues pousser leur équipe pour espérer un match 7. Pour sa deuxième année en ABA seulement, sans Will Chamberlain sur le terrain et à peine présent comme coach, eh bien les San Diego Conquistadors ont au moins réussi à prendre 2 matchs à la meilleure équipe de leur division, une équipe qui ira jusqu'en finale ABA cette saison-là, ne perdant que contre les Nets de Julius Erving. Alors après cette saison 73-74, eh bien Will Chamberlain est officiellement libéré de ses obligations avec les Lakers. Il peut désormais jouer pour San Diego. Mais à 38 ans, Wilt décide de ne pas le faire et prend officiellement sa retraite. Toute la ABA attendait d'accueillir Will Chamberlain, mais en fait, lui, il a eu une révélation lors du match de basket en hommage à Maurice Stock en août 1974. Wilt s'est rendu compte, selon ses propres termes, que la vieillesse était en train de s'installer et qu'il avait accumulé trop de miles à force de prendre l'avion pour jouer aux 4 coins du pays. Alors, c'est là déjà la fin de l'histoire de Will Chamberlain avec les Conquistadors. Il n'aura passé qu'une petite saison en ABA et encore une saison incomplète. Il était venu comme joueur-coach chez les Conquistadors, histoire d'illuminer la franchise et même toute la ABA de sa renommée et de son talent, même si c'est vrai que le Wilt de fin de carrière n'avait plus grand-chose à voir avec le monstre offensif des années 60. Mais les Lakers, par leur procédure, eh bien, ont bloqué Will Chamberlain sur le banc et ont tué l'expérience avant même le premier jour. Wilt étant coincé dans un seul rôle de coach qu'il ne connaissait pas, eh bien, il a fini par se désintéresser de son équipe et des tâches quotidiennes de la vie d'un coach. Les soucis de salle qu'ont rencontré les Conquistadors n'ont pas aidé, mais on a pu voir aussi que la popularité de Wilt, eh bien, finalement, n'aura pas réussi à changer les choses. En tout cas, même si cette histoire reste anecdotique dans la longue carrière de Will Chamberlain, c'est une histoire que j'avais envie de vous raconter dans cette histoire à America's Finest City. Alors, pour aller un peu plus loin, sans Wilt, eh bien, les Conquistadors ont connu une troisième saison très compliquée. Heureusement, hors terrain, la franchise a réussi enfin à trouver un terrain d'entente avec Peter Graham et a fini par jouer dans la spacieuse San Diego Sport Arena. Sauf que sur le terrain, ça a été catastrophique. Alex Groka, qui avait pris le relais de Wilt, a été licencié à mi-saison, mais son remplaçant n'a pas fait mieux, et les Conquistadors ont fini à la dernière place, cette fois-ci de leur division, avec seulement 31 petites victoires. Et la ABA étant ce qu'elle est, eh bien les Conquistadors ont fini par être rachetés par l'ancien propriétaire des Denver Nuggets, Frank Goldberg, qui a renommé l'équipe évidemment en San Diego Sails. Et pour le début de la saison 74-75, qui est l'ultime saison de la ABA, et alors que les manœuvres de fusion avec la NBA avaient déjà débuté, eh bien les Sails ont commencé avec 3 victoires pour 8 défaites, moment où leur tout nouveau propriétaire a décidé de dissoudre purement et simplement la franchise. En fait, la raison elle était simple. Personne ou presque ne venait à la salle, et surtout, les Sails avaient déjà été écartés de la fusion à venir à cause des Lakers qui ne voulaient pas d'une autre franchise californienne. Voilà, bref, on arrive là à la fin de cette escale et à la fin de l'histoire des Conquistadors. Cette chronique et toutes les chroniques de Motor City sont à retrouver partout, sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer et sur les plateformes de podcast comme Podcast Addict sur Android. Si vous avez aimé cette escale, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous avez 2 manières de soutenir le podcast. Le plus simple, c'est d'en parler autour de vous, de le partager sur vos réseaux et d'en parler à vos potes qui aiment l'histoire du basket. Et l'autre possibilité, c'est d'aller sur Apple Podcasts ou Spotify pour mettre les petites étoiles ou pour laisser un commentaire. Ça aide à pousser le podcast et donc à faire découvrir les chroniques. En tout cas, merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout pour cette escale. Pour le prochain épisode, on retourne à Détroit. Et en attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter @MotorCityPod. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.